Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Est-ce que le festival se passe bien pour vous? Pour le moment? Oui. Le soleil est là, donc c'est bien parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Postea. Je suis créatrice de contenu autour de Tolkien, la Terre du Milieu, principalement sur sa vie et son œuvre. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas juste à la Terre du Milieu, mais je permets, en tout cas j'essaye de vulgariser les influences de Tolkien, un peu ce qui se passe dans sa vie. Bref, je vais un petit peu plus loin que juste parler de la Terre du Milieu, comme vous allez le voir aujourd'hui. Alors, sur les réseaux, principalement, je fais des vidéos capsules sur TikTok, Instagram et Facebook. Je stream plus ou moins 4 fois par semaine sur Twitch, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et je suis co-créatrice de la chaîne YouTube Les Échos d'Imladris, avec Elroy qui est là-bas, voilà. C'est mon binôme de création de contenu. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc déjà un grand merci à lui. Bref, pour vous situer un petit peu ma passion pour Tolkien, j'ai plus de 300 ouvrages sur Tolkien ou de Tolkien chez moi. C'est ma vie, c'est mon oxygène, voilà. C'est très important pour moi et depuis maintenant 2 ans, je partage ça avec vous. Voilà. Donc, bienvenue pour cette promenade en Terre du Milieu. Alors, pour un petit peu doser, voir qui connaît quoi, je vais vous poser des questions ici. Qui a vu les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit? Bon, ça va? Ça va. Qui a lu Le Seigneur des Anneaux? Quand même, c'est bien. Qui a lu Le Hobbit? Alors, on passe après. Qui a lu Silmarillion? Ah ouais je vois, ça a été compliqué. Ok. Et qui a lu certains livres de l'histoire de la Terre du Milieu? Ah ouais, je m'attendais pas autant. Je suis trop fière. En vrai, un très bon public. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Avant de rentrer dans vraiment le bestiaire de Tolkien ici sur les créatures aquatiques, je tiens à vous donner une vision d'ensemble de Tolkien et ses livres, parce que le but de ma conférence, c'est d'essayer de vous montrer les liens qu'il y a entre les différents textes de Tolkien notamment. Et donc si vous ne connaissez que Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ça n'ira pas. Donc on sort un petit peu des créatures marines là tout de suite, mais vous en faites pas, on va y aller. Alors, pour un peu d'explication, Tolkien est un philologue spécialisé dans les langues germaniques, principalement médiévales, donc norrois, tout ce qui est vieil anglais, moyen anglais, les spécialistes de Beowulf par exemple, et il enseigne ça à Leeds et à Oxford. Alors, de son vivant, nous avons, voilà, je me baladerai avec mes petites fiches ici. Donc de son vivant, on a le Hobbit en 1937 qui est publié. Ensuite, Le Seigneur des Anneaux en 54-55. Et puis, un texte que peut-être certains connaissent, Les Aventures de Tom Bombadil. Quelqu'un connaît? Quelqu'un... Oui? Vous connaissez Bombadil? Ok. C'est un recueil de poèmes que Tolkien va publier en 1962. Ça, ce sont les textes de son vivant. Il y en a un quatrième, c'est un recueil de chansons, mais voilà. Il n'y a pas besoin de le savoir. Bref. Tolkien meurt en 1973. Bon, c'est 73, mais je suis belge, vous m'utiliserez. Donc, il meurt en 73 et c'est son fils, Christopher Tolkien, qui est nommé exécuteur littéraire sur son testament. Vous pouvez trouver son testament en ligne, c'est édifiant. Bref, Christopher Tolkien décide de publier les textes qu'il y a dans des centaines de boîtes. Et il décide, avec ce qu'il trouve, avec toutes les versions qui existent, il décide de publier le Silmarillion 4 ans après la mort de son père. Ensuite arrive Contes et légendes inachevées avec d'autres textes qui auraient eu leur place dans le Silmarillion, mais qu'il n'a finalement pas mis. Et puis une fois qu'il a fait ce long travail, Christopher Tolkien nous donne les Homu Honi, History of Middle-earth, l'histoire de la Terre du Milieu, en 12 volumes. Oui, 12 volumes.
C'est gigantesque. Sachant qu'en français, pour le moment, on n'en a que 5 sur 12 qui ont été traduits. On attend impatiemment la suite, mais ça va prendre du temps. Hein. Bonjour les éditions, c'est compliqué. Et avec d'autres textes de la Terre du Milieu, Christopher a donné, il a passé le flambeau à d'autres spécialistes. On a des textes comme Nature of Middle-earth ou encore History of the Hobbit qui traitent encore de textes de Tolkien en Terre du Milieu, mais qui n'ont pas été publiés par Christopher, qui existent. Donc voilà, vos voyages en Terre du Milieu, c'est pas juste le Hobbit et le Seigneur des Anneaux voir le Silmarillion, vous avez moyen de voyager très longtemps en Terre du Milieu. Je vous disais que Tolkien était professeur d'université, il est papa aussi. C'est un auteur qui vit à l'époque où on s'envoie beaucoup de lettres. Ainsi, nous avons aussi tout son corpus de textes qu'on dit hors Terre du Milieu. À l'intérieur, on a des essais. Peut-être que vous connaissez du Conte de Fées, qui est un texte théorique littéraire vraiment super intéressant sur la fonction du conte de fées. Vous avez sa correspondance dans les lettres. Vous avez des histoires et des romans principalement pour enfants. Peut-être que Rover Random, le fermier Gilles de Ham, Smith de Grandbouton, ça vous dit quelque chose. Tout ça, c'est des romans qui se passent hors Terre du Milieu que Tolkien a écrit. On a ses réécritures de textes médiévaux, parce que ça c'est son dada. Il adore faire des réécritures de textes médiévaux. Donc Beowulf va y passer. Notre roi Arthur va y passer aussi. Sir Gawain et le Chevalier Vert. Il y a même des textes médiévaux anglo-saxons pas très connus qui ont droit eux aussi à leur réécriture de la part de Tolkien. Et bien sûr, on a tous ces textes linguistiques. Alors les textes linguistiques, c'est un petit peu particulier, parce que sachez qu'il existe encore plein de boîtes de notes linguistiques de langues inventées qui n'ont pas encore été publiées aujourd'hui. C'est incroyable. Et en parlant de textes aussi hors Terre du Milieu, on a un texte inédit ici qui sort en octobre. Voilà, pour vous dire, il est mort en 73 et pourtant on a encore des inédits qui nous arrivent. Donc ça, c'était la vision d'ensemble de Tolkien et ses livres. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Et moi, j'aimerais bien vous inviter à découvrir les créatures aquatiques, mais ça va nous demander de voyager dans ces différents textes. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que c'était assez clair? C'est bon? Ok. Alors, là, on passe vraiment aux créatures aquatiques. Je vais commencer par des créatures qui sont plus ou moins méconnues, j'imagine pour une grande majorité. Et puis, je vais parler du guetteur des eaux. Je pense que tout le monde voit cette sorte de kraken devant la Moria. On finira par lui. Mais avant, une créature méconnue. Alors, là, je vais plus me baser sur mes notes. Donc, on a des créatures qui peuplent Arda. Arda, c'est le nom de la planète sur laquelle se trouve la Terre du Milieu, qui est dans un espace qui s'appelle Ea. Donc, si je dis Arda, c'est la planète où se trouve le continent de la Terre du Milieu. Voilà. Et donc, dans cette planète, il y a plein de créatures et des espèces bien mystérieuses. Les mystères et Tolkien, vous connaissez. Donc, parmi tous ces animaux, il y en a qui trouvent des explications sur leurs origines en fouillant le contexte d'écriture, en fait, des textes de Tolkien. Et surtout en naviguant dans leurs inspirations. Et donc, aujourd'hui, on va faire un bon plongeon pour découvrir tout ça. On va commencer par, je crois, le texte préféré là-bas de monsieur, On comparse de création. On va voyager dans les aventures de Tom Bombadil. Recueil de poèmes, où nous avons un poème qui s'appelle Pacito Calon. Qui est Pacito Calon? Je vois. C'est quoi Pacito Calon? Parfait, exactement. Mais c'est très bien. Tu veux dire en place? Donc, ouais, on commence par Pacito Calon. C'est une tortue géante, mâle, mais surtout la dernière de son espèce. En anglais, Tolkien dit turtlefish, donc tortue-poisson. Et elle vient d'une légende hobbit. Alors oui, il faut savoir que tous les textes qui se trouvent dans les aventures de Tom Bombadil sont des textes où Tolkien s'est amusé à leur donner un contexte d'écriture de légende hobbit. Donc ce que vous lisez dans les aventures de Tom Bombadil, ce sont des textes de cette tradition hobbit, des légendes que les hobbits se passent de génération en génération. Et la particularité de Pacito Calon,
c'est qu'elle ressemble à une île puisque la végétation pousse sur sa carapace. Et donc certains marins vont arriver sur son dos et par leur pas ou le feu qu'ils déclenchent, ça réveille la tortue qui va rouler et hop là, son ventre à l'air et noyer absolument tous les marins qui étaient sur son dos. Donc là, dans le poème de Fastitocalon, Tolkien nous dit toujours visiter uniquement les îles présentes sur une carte. Voilà, donc vous le saurez. Mais, et vous imaginez bien que c'est un petit peu plus complexe que ça, lors de son écriture, au départ, la première Fastitocalon de Tolkien n'était pas une tortue, mais comme monsieur l'a dit tout à l'heure, une baleine. Alors, il existe deux versions du poème écrit par Tolkien qui portent le titre de Fastitocalon. L'un d'eux se trouve dans une publication d'un magazine en 1927. Or, les aventures de Tom Bombadil est publié en 62. Vous imaginez le nombre d'années avant où il a déjà écrit sur Fastitocalon. Et dans ce magazine, ça s'appelle, attention pour mon accent anglais incroyable, The Adventures in a Natural History and Medieval Myths Being the Freaks of Physiologus. Voilà. En gros, c'était une publication qui avait pour but de parodier les bestiaires médiévaux latins. Et avec Fastitocalon, Tolkien a écrit, à ce moment-là, en 1927, un autre poème que les lecteurs du Seigneur des Anneaux doivent connaître, puisque c'est celui des olifants. Voilà, le beau poème sur les olifants de Sam est un poème que Tolkien avait déjà écrit pour une publication en 1927. Voilà, là vous avez un trait de caractère chez Tolkien qui revient très souvent, c'est ce besoin de récupération de textes qu'il a déjà écrits. Et c'est fascinant. Bref, on se retrouve donc avec, dans cette première version de Fastitocalon, la tortue, qui est une baleine géante. Et on a sur cette baleine encore cette fausse île qui finit renversée à cause du feu qui a été déclenché. Et cette idée, comme je vous disais, elle vient d'un bestiaire médiéval qui est écrit par Physiologus. Voilà. Et peut-être que les connaisseurs de légendes irlandaises connaissent un autre texte qui parle de ça. Est-ce que quelqu'un connaîtrait cette légende irlandaise? Apparemment non. C'est le voyage de Saint Brendan. Saint Brendan aussi, dans ce voyage, il y a une baleine, voilà, qui a une île et qui finit sous l'eau. Je vous disais tout à l'heure, quand je parlais des textes hors terre du milieu, que Tolkien aimait beaucoup les réécritures de textes médiévaux. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait avec le voyage de Saint Brendan? Il en a réécrit sa version qui s'appelle Imran. Vous pouvez trouver ce texte édité par Christopher Tolkien si ça vous intéresse. Mais si vous connaissez aussi un peu Tolkien, vous savez que l'étymologie, les mots, c'est son dada. Et il y a quelque chose qui va finir par changer. C'est le nom Fastitocalon, qui vient non pas de Tolkien directement, mais de ce bestiaire latin. Dans une lettre, parce que, encore une fois, je vous disais qu'on avait ces lettres, dans une lettre datée du 5 mars 1964, adressée à une certaine Madame Eileen Elgar, Tolkien va revenir sur l'histoire de ce poème et surtout l'étymologie du mot Fastitocalon. En le décortiquant, on se retrouve avec le mot aspido-kéloné et ça veut dire tortue avec une carapace. Il explique que le F a été rajouté pour en faire un nom allitéré. Et donc, force est de constater qu'en Europe, dans les légendes, cette tortue avec une carapace s'était transformée en baleine. Et donc, d'un point de vue étymologique, qu'est-ce qu'il a fait, Tolkien? Il a décidé de remettre une tortue géante, tout simplement. Et Fastitocalon, dans ses textes, devient une tortue. Donc Fastitocalon apparaît finalement dans les aventures de Tom Bombadil en 62. Et Tolkien va donc lui donner cet aspect de légende odyte en publiant cet ouvrage. Difficile donc aujourd'hui pour moi de vous dire s'il existe bel et bien des tortues dans les eaux de la Terre du Milieu, mais en tout cas, la légende odyte laisse supposer que c'est le cas. Et en ce qui concerne une baleine géante, on va parler d'une vraie baleine géante.
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'une baleine géante chez Tolkien? Oui, j'imagine bien, hein. Je vois les personnes qui me suivent, hein, ils sont contents. On va parler de Úin, donc U-I-N, Úin. C'est une baleine géante qui apparaît non pas dans Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, même le Silmarillion. Il faut qu'on aille aux vraiment toute première version de l'écriture de ce qui deviendra plus tard le Silmarillion. On est dans le premier livre des Contes perdus. Ce sont des textes que Tolkien a écrits vers 1916-1920. On est vraiment aux prémices de toute sa mythologie. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, Christopher Tolkien, pour écrire le Silmarillion, il avait plein de textes. Et donc il a fait ce qu'il pouvait pour faire un texte homogène. Mais il y a vraiment plein de versions de plein de textes différents. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnages qui disparaissent dans le Silmarillion et que vous pouvez seulement rencontrer dans certaines versions qui sont publiées dans les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. C'est le cas donc de notre baleine qui apparaît avec Ulmo. Alors Ulmo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de Poséidon dans l'histoire de la Terre du Milieu. Parce que oui, il y a des divinités, il y a une sorte de panthéon qu'on pourrait voir comme un panthéon de divinités grecques ou asgardiennes. On a vraiment Ulmo, c'est Poséidon. Et lui a une baleine géante à son service. Alors je vais dire une baleine, mais c'est un spécimen mâle. C'est la plus puissante et la plus ancienne des baleines de la Terre du Milieu. Et comme je vous le disais, elle se retrouve dans le premier livre des tomes, enfin, le premier livre des Contes perdus, qui est le premier volume de l'histoire de la Terre du Milieu. Son histoire, elle est liée à la traversée des elfes. Donc les elfes naissent, si vous voulez, en Terre du Milieu, et ils doivent rejoindre le continent des Terres immortelles. Et il y a une énorme mer qui les sépare. Et pour pouvoir traverser, eh ben, Ulmo va faire une sorte de petite île voiture tirée par ses baleines. Et Úin est la chef de ces baleines. Et donc les elfes vont monter sur cette petite île, et Ulmo va donc lancer l'avancée de cette voiture baleine. Problème, cette petite île, c'était un petit coin de paradis pour quelqu'un. Est-ce que le nom de Ossé dit quelque chose à quelqu'un? C'est un personnage que l'on croise, notamment dans le Silmarillion. Je vais vous parler donc de Ulmo, qui est une sorte de Poséidon. C'est ce qu'on appelle un Vala. C'est une divinité supérieure. Les divinités supérieures, donc les Valar, ils ont à leur disposition des esprits puissants, mais inférieurs en puissance quand même, des esprits mineurs. On appelle ça des Maiar. Vous en connaissez certains. Sauron, Gandalf, Radagast, Saruman, les Balrogs. Voilà, ça ce sont tous des Maiar. Et Ulmo, il en avait un à son service qui s'appelle Ossé et son épouse Winen. Alors ce qui se passe, c'est que Ossé, il est connu pour son tempérament un peu de fou furieux, puisque c'est lui qui déclenche les tempêtes sur la mer. Et là, il est pas content. On a touché à son île, son petit coin de paradis. Donc il va déclencher des orages et des gros nuages noirs qui font des ombres. Ensuite, il va se rendre compte que sur son île, il y a des elfes et on l'a pas appelé pour aider. Et là, il est encore plus en colère, vraiment pas content. Et voilà ce qu'on peut lire dans les Contes perdus. Voici, ils ont maintenant traversé moins de la moitié de la distance et les îles crépusculaires flottent encore loin devant lorsque Ossé et son épouse Winen les attaquent dans les eaux restantes de la Grande Mer avant même les brumes des mers ombreuses et qu'elles ne soient atteintes. Là, Ossé se saisit de l'île, de son immense main, et toute la force massive d'Úin, la baleine, ne peut à peine la tirer à l'avant, car en ce qui concerne la nage et les actes de force physique dans l'eau, aucun parmi les Valar, et pas même Ulmo, ne peut égaler Ossé. Et de fait, Ulmo ne se trouvait pas à proximité, car il était loin devant en train de guider le cortège. Donc voilà, vous avez Ossé qui attaque justement cette île et qui est en train de ralentir à fond les ballons l'avancée des elfes. Ainsi, Ossé et son épouse
vont tenter d'immobiliser l'île à l'aide d'algues qui se trouvent en profondeur. Et Ulmo va essayer de pousser les baleines et Win à mettre en avant toute leur force, etc. Elles se débattent, mais rien à faire, ça n'avance plus. Désespéré, Ulmo va foncer sur les terres immortelles, demander de l'aide à ses frères et sœurs et autres Valar, mais c'est trop tard. Cette île devient l'île solitaire, les elfes vont y vivre. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle cette île que vous recroisez dans le Silmarillion? Oui, c'est Tol Eressëa. C'est là-bas notamment que Frodo va finir sa vie, tranquillement, en compagnie de Bilbo, sur cette petite île de Tol Eressëa, petit paradis. Mais donc, au-delà d'être la baleine qui a tiré Tol Eressëa dans une version de la mythologie, Win, c'est un lien vraiment hyper fort avec les livres hors Terre du Milieu. Je vous parlais tout à l'heure des réécritures de textes médiévaux. Là, je vais vous demander de vous rappeler les histoires et les romans qu'il a écrits. Des histoires qui n'ont pas lieu en Terre du Milieu. Et ici, c'est Roverandom. Roverandom, c'est une histoire un peu particulière. Le second fils de Tolkien, Michael, avait perdu une peluche, un petit chien, sur la plage. Et pour consoler son fils, il a écrit l'histoire de ce petit chien. Voilà, c'est les aventures du petit chien Rover dans le livre Roverandom. Et dans l'histoire de ce petit chien, on fait la rencontre d'une baleine qui s'appelle Win. Mais cette baleine, elle va montrer à ce petit chien Rover différents endroits qui font écho directement à la géographie de la Terre du Milieu que vous retrouvez dans le Silmarillion. Et donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez totalement trouver Roverandom traduit en français. Il n'y a aucun problème. Ça va? Tout le monde arrive à suivre? Oui. Oui? Super. On va passer à d'autres créatures et attention, vous n'allez pas rêver de ce que je vais dire, mais il existe bel et bien des sirènes en Terre du Milieu. Et oui, dans les prémices de la mythologie, il nous faut retourner dans les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu pour voir les sirènes apparaître. Elles sont liées à la femme d'Ossé, donc Winen. Et Winen est leur reine, et elle est appelée Oarista, donc reine des sirènes. Ces sirènes, elles sont vues dans ces prémices de la mythologie comme des esprits aussi, un peu comme voilà, les Valar et les Maiar qui sont des esprits, mais elles sont encore inférieures. Voyez ça comme des esprits de la nature. Il existe des esprits du vent, des esprits de la terre, comme des fées et des pixies. Et bien là, on se retrouve avec des esprits de l'eau, tout simplement. Alors, ces esprits, ces sirènes, sont divisés en deux parties. On a les Falmarini, qu'on peut traduire par les esprits de l'écume des mers, alors qu'on a une autre catégorie qu'on appelle les Oarni, voilà, Oarista pour leur reine, Oarni, les esprits des mers, et ça, ce sont les sirènes. Et ces sirènes, elles apparaissent dans un texte laissé inachevé, mais qui raconte les péripéties d'un personnage qui a un nom très important, très important, que même si vous avez vu les films, vous en avez entendu parler, j'ai nommé Eärendil. Vous voyez, Galadriel, la fiole, je vous donne la lumière d'Eärendil. Ce personnage, c'est la clé de voûte de la mythologie Tolkien. C'est grâce à lui que tout commence, que la Terre du Milieu apparaît. Et Eärendil devient une étoile, tout simplement. Et c'est aussi le papa d'Elrond. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Bref, c'est dans les bouches du fleuve Sirion que le jeune Eärendil, pas encore une étoile à ce moment-là, va devenir ami avec les sirènes, tout simplement, et elles vont le sauver lors d'un naufrage de son navire. Elles vont l'aider à construire ce qui sera son plus beau navire qui s'appelle le Winged. Et c'est avec ce navire qu'Eärendil va voguer jusque les terres immortelles. On va passer à une autre catégorie, les serpents des mers. Alors, la série Les Anneaux de Pouvoir vous en ont montré un. Ça existe bel et bien en Terre du Milieu. Tolkien les rapproche de la race des dragons. Et difficile, puisque ce sont des dragons, de savoir leurs origines et ce qu'ils sont réellement, ces serpents de mer. Néanmoins, ils sont mentionnés dans un livre qui s'appelle Les Étymologies.
Sachez que c'est une particularité éditoriale française d'avoir un livre qui s'appelle les étymologies. Parce qu'à l'origine, les étymologies, c'est un chapitre du volume 5 de l'histoire de la Terre du Milieu qui s'appelle La Route perdue. Donc les serpents de mer sont aussi appelés pour Tolkien dragons-poissons, tout simplement. Et là, je suis au regret de vous annoncer qu'on sait absolument rien d'autre que ça. C'est dans un recueil d'étymologie, une sorte de petit dictionnaire de l'elfique, et c'est tout. On n'a pas d'autres informations. Donc voilà, vous pouvez retrouver, par exemple, dans des jeux de rôle, des informations autour de ces serpents de mer, mais voilà, c'est les fans qui développent autour de ces serpents de mer. On va passer au fameux guetteur des eaux que vous connaissez tous. C'est sans doute l'une des créatures les plus énigmatiques rencontrées par la fraternité de l'anneau. Il apparaît à un moment précis, au seuil des portes de Dorin, lorsque Frodo et ses compagnons tentent de pénétrer dans la Moria. C'est Boromir qui lance le caillou. Dans les livres, c'est Boromir. Alors, en tant que créatrice de contenu, j'ai beaucoup de questions qui reviennent. Le guetteur des eaux et les choses sans nom font partie. J'ai Tom Bombadil et aussi les mages bleus. Quand je vous dis que c'est vraiment quelque chose d'énigmatique, ça l'est vraiment. Et malgré cette brève apparition, le guetteur, il a vraiment marqué l'imaginaire. Parce que Tolkien, comme pour Tom, laisse planer un mystère autour du guetteur. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude? C'est que le guetteur se tient dans un lac devant les portes, un étang noir qui a été formé par le barrage de la rivière Cyranogne, qui est un petit peu plus en amont. La créature va surgir soudainement, va saisir Frodo par la cheville avec un tentacule pâle, et Sam, le seul à réagir d'ailleurs, dans un geste héroïque, va trancher le tentacule, ce qui permet de sauver Frodo. Pour vous dire, Gandalf, qui est censé être une divinité, sur le coup, il est choqué. Il n'y a vraiment que Sam qui ne pense à rien. Son cerveau est en mode « Non, mon maître, allez, je vais le sauver !» Donc vraiment, Sam, le héros, évidemment, on est bien d'accord là-dessus. En fait, ce qui se passe après, c'est que Sam sauve Frodo, le guetteur continue d'attaquer, à tel point qu'il va arracher les arbres, parce qu'il y a vraiment 2 arbres à côté des portes. Il va arracher les arbres, ça va s'effondrer, la communauté, fraternité, compagnie, comme vous voulez, est coincée à l'intérieur de Khazad-dûr. Alors, cet épisode, il est d'autant plus inquiétant, parce que le guetteur, c'est pas la première fois qu'il frappe. En réalité, il a déjà frappé quelques années plus tôt un nain que vous avez croisé dans le Hobbit, dans la compagnie de Thorin ou Thorin l'écu de chêne. Il y a différents nains qui, après les événements du Hobbit, à un moment, ils habitent à Erebor, et il y a un groupe de nains qui va se dire « Et si on allait reconquérir la Moria ?» Ah ouais, c'est une bonne idée, il y a un Balrog, pourquoi pas. Oui, il y a un groupe qui décide d'aller récupérer la Moria. C'est ainsi qu'on a la compagnie de Balin, accompagnée notamment de Ori et Oin, que vous avez vu dans le Hobbit, qui décident donc de récupérer la Moria. Au départ, ça se passe plus ou moins bien. Malheureusement, il va y avoir des attaques d'orques, et là, Balin finit par mourir. Oin finit par être attrapé par le guetteur des eaux quand il essaie de fuir par la porte ouest. Le guetteur l'attend. Il est attrapé et traîné dans les eaux sombres où il finit par être noyé. En ce qui concerne Ori, vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux le squelette qui tient le bouquin? C'est lui. Malheureusement, il meurt dans la chambre de Mazarbul. Bref, Oin donc est capturé et ça se passe quelques années avant. Donc le guetteur des eaux, il a déjà frappé. L'hostilité du guetteur s'étend donc sur plusieurs années et montre son enracinement au lieu des monts brumeux. Et pourtant, malgré tous ces éléments, Tolkien ne va pas donner davantage de détails. On ne sait pas la forme exacte, le nombre de tentacules correct. Tout demeure incertain autour du guetteur. Cette absence de réponse, elle a suscité, vous imaginez bien, de nombreuses spéculations et théories de la part des passionnés.
ainsi les vidéos YouTube, Reddit et compagnie. Certains ont essayé de faire des parallèles entre le Getter et notamment les choses qu'on appelle, les choses sans nom, c'est les nameless things en anglais. C'est ces créatures dont Gandalf explique qu'elles sont là depuis toujours, qu'elles peuplent les eaux, les profondeurs des monts brumeux, et que Sauron ne les connaît pas. En fait, le Getter pourrait être une manifestation visible de forces archaïques qui sont tapies dans les profondeurs du monde depuis des temps immémoriaux. Donc depuis, limite, la création du monde, tout simplement. Il s'agirait peut-être alors d'un esprit ancien de la nature, né de la création, comme je vous disais, du monde d'Arda, puis corrompu par les dissonances d'un certain Melkor. Qui connaît Melkor ici? C'est le chef de Sauron, c'est vraiment le dieu du mal, c'est l'antagoniste ultime. Voilà, et si vous voulez, dans la création du monde, le monde est créé dans une musique, Melkor, en fait, il va casser l'harmonie. Et c'est cette dissonance qui aurait créé certaines créatures, et finalement, ça ferait que le Getter aurait été influencé par cette dissonance, cette malveillance, mais serait, sans pour autant, serviteur de Melkor, ou Sauron plus tard, ou même du Balrog. Ça serait comme une puissance indépendante, sauvage, hostile. Est-ce que ça ne rappelle pas un gros machin poilu qui apparaît dans le Silmarillion et qui a 8 pattes dans le Silmarillion, et elle va aider Melkor? Il y a une araignée gigantesque qui s'appelle Ungoliant. Elle aussi, en fait, est comme une puissance indépendante qui, grâce aux paroles de Melkor, va devenir une entité du mal. Mais théoriquement, elle faisait de mal à personne dans son coin. Le Getter pourrait totalement être aussi ce genre de créature. Un autre aspect qui est souvent relevé pour le Getter, c'est son rôle symbolique. Il incarne l'archétype du gardien du seuil, et c'est bien connu dans les récits mythologiques, une entité qui empêche les héros d'avancer, de franchir une limite, et qui leur permet de tester leur détermination ou leur courage. Cerbère, par exemple, un gardien des enfers, est un bel exemple de gardien de seuil. Il marque le passage entre deux mondes, celui de la sécurité d'avant vers le danger d'après. Le Getter, il se trouve au pied des monts brumeux. Il y a une autre aventure où notre personnage, chez Tolkien en tout cas, avant les monts brumeux, était relativement en sécurité, c'est bien relativement, et qui, après les monts brumeux, se retrouve dans ce qu'on appelle les Wilderlands, c'est-à-dire la nature sauvage. Bilbo aussi va vivre ça. Une fois qu'il atteint les monts brumeux, pouf, il quitte la sécurité de l'Eriador pour tomber dans le monde sauvage qu'il y a de l'autre côté avec les Smaug qui l'attendent bien évidemment, mais aussi les araignées dans Mirkwood. Bref, les monts brumeux, que ce soit incarnés par les gobelins ou incarnés par le Getter des eaux, c'est un passage très important pour les hobbits. Donc, en refermant la porte derrière la fraternité, le Getter coupe toute possibilité de retour et scelle le destin désormais. Il n'y a plus qu'une seule voie, la voie des ténèbres. Alors, certaines analyses vont aussi vous rapprocher le Getter du Balrog, non pas parce qu'il serait lié directement, parce que ça, Tolkien ne va jamais l'affirmer, mais parce que, et comme vous vous en doutez sans doute, il représente l'ancien monde. Ainsi, l'œuvre de Tolkien, c'est pas seulement une aventure héroïque. C'est une plongée dans un univers où les ombres, les mystères et les références aux autres récits sont des forces à part entière. Alors le bestiaire de la Terre du Milieu, il se développe encore plus quand on plonge dans des textes moins connus de Tolkien. Et leurs inspirations permettent de mieux les comprendre, comme par exemple le nom de Fastito Calon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà.
Merci beaucoup. On va passer aux questions si vous le souhaitez. Mais juste avant les questions, je tiens vraiment à remercier Cidre Dragon pour l'opportunité de pouvoir faire cette conférence. C'est la première conférence de ma vie. Voilà, j'espère que ça a été. J'ai géré. Excellent. Pas objectif. Mais merci. Merci. Je tiens, voilà, j'ai un comité qui est là, hein, c'est mes fidèles post-it, je tiens à les remercier d'être présents aujourd'hui. Et surtout, remercier le Rohir, sans qui je ne serais pas là. Est-ce que quelqu'un a des questions? Vous pouvez poser des questions sur la Terre du Milieu en général aussi, ou sur, voilà, sur moi, la création de contenu, il n'y a aucun problème. C'est pas juste autour de la conférence aujourd'hui. Je voudrais savoir, tu pensais commencer par quel livre, on va dire, pour débuter? Ah, ça c'est une très très bonne question. En fait, ça dépend. Voilà, il y a un ordre type que tu vas pouvoir retrouver partout. Pour moi, ça dépend de toi, de ta lecture. Si tu es quelqu'un qui lit beaucoup, et puis si tu es quelqu'un qui lit l'anglais aussi, parce que si tu as envie de te plonger vraiment dans l'œuvre, il y a des bouquins qui ne sont pas encore traduits. Donc voilà. Est-ce que tu es un bon lecteur? Ça va. Tu lis de la fantaisie en général? Un petit peu, oui. Ok. Tu as déjà lu des œuvres de Tolkien ou pas? Non. Non? Je te dirais que le Hobbit n'est absolument pas obligatoire. Voilà, j'ai une relation d'amour-haine avec le Hobbit. Hein. Les styles d'écriture du Hobbit, du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion sont tellement différents. Une fois qu'on a plongé dans un récit qui est très épique, retourner à un récit plus enfantin comme le Hobbit peut paraître compliqué. Donc si vous avez cousins, neveux, nièces, petits frères, petites sœurs, enfants, voilà, n'hésitez pas à découvrir le Hobbit avec eux, plutôt que forcément une lecture seule. Que le roman est vraiment plus axé pour les enfants. Voilà, je te dirais qu'il n'y a pas besoin de lire le Hobbit en premier temps. Tu peux totalement découvrir le Seigneur des Anneaux si tu y vois, toi, un intérêt. Ou tu peux plonger directement, et là, il faut être préparé, tu peux essayer le Silmarillion. Le Silmarillion, c'est le premier ouvrage qu'on va conseiller quand on veut une lecture chronologique, puisque ça raconte depuis la création du monde jusqu'à la défaite de Sauron. Le problème, c'est que le Silmarillion, il est réputé compliqué. Pas compliqué dans le français. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de lieux, des lieux et des personnages avec 1 milliard de noms différents, et puis des arbres généalogiques en veux-tu en voilà, dans une contrée que tu ne connais pas, donc il faut parfois s'accrocher. Heureusement, nous sommes à l'ère d'Internet. Et ça, c'est beau. Tu vas pouvoir te guider avec d'autres, voilà, des ressources en ligne, comme le podcast des Terres du Milieu, enfin, des Pages du Milieu, pardon, qui est tenu par 3 Belges, par exemple. Ils vous font voilà, découvrir chapitre par chapitre le Silmarillion. J'ai été invitée pour le chapitre de Beren et Luthien. Très bon chapitre. Voilà. Et tu as aussi les vidéos de Tolkien en bref. Eux, ils ont repris sur YouTube depuis le commencement du Silmarillion, et ils en sont à l'histoire de Thorin pour le moment. Ils ont sorti une vidéo hier, d'ailleurs, voilà, un Tolkien en bref pour ceux qui veulent aller voir. Et là, tu peux commencer ta lecture. Il faut juste être préparé, de se dire que le Silmarillion, si tu dois relire des paragraphes entiers, c'est normal. On est tous passés par là. Qui t'a pris des notes à côté? Il y a aussi tes analyses. Et c'est vrai, depuis 2 semaines, je fais des analyses voilà, du Silmarillion, voilà, tous les mercredis sur ma chaîne Twitch, bien vu. À 21h, voilà, je fais des analyses du Silmarillion. On a fait ici Inulindale et puis la Vala Cuenta, donc vraiment le tout commencement, et là on va enfin rentrer dans ce qu'on appelle la Cuenta Silmarillion, qui est voilà, le squelette principal du Silmarillion, voilà, pour ceux que ça intéresse. D'autres questions? T'as une question, toi? Comme ça ne pas parler. Comment as-tu découvert Tolkien? Waouh! Alors, comment j'ai découvert Tolkien?
C'est grâce à ma grande sœur, parce que je suis née en 93, donc 93. Il y a les films qui sortent en DVD et ma grande sœur me demande de... voilà, j'étais Picsou et elle a dépensé son argent et donc elle me demande d'acheter le DVD. Donc je décide d'accepter à la seule et unique condition que je puisse regarder le film. Donc j'ai 9 ans à l'époque et voilà, mes parents acceptent, hein, je vois le film et je suis traumatisée. Je pleure toutes les larmes de mon corps à la chute de Gandalf. J'ai peur des Uruk-hai. Ma sœur qui est en train de se dire je vais me faire disputer par mes parents, c'est pas possible. Et qui essaye de me dire imagine les Uruk-hai avec des champignons sur la tête et tout. Et moi je suis en pleurs en disant oui, il faut trop en pleurs. Enfin, vraiment c'était la catastrophe. Imaginez que ce film a changé ma vie, tout simplement. J'ai lu après Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, j'adorais Tolkien, mais c'était pas encore la passion des rencontres. En 2014, ma mère, merci maman, va m'offrir 2 livres aux éditions Pocket d'un certain Vincent Ferré, peut-être que certains le connaissent, un des plus grands spécialistes de Tolkien en francophonie. Donc Vincent Ferré a fait 2 livres. Lire Tolkien, donc tout savoir pour comprendre Le Seigneur des Anneaux, et puis sur les rivages de la Terre du Milieu. Je commence à les lire et je me dis, mais c'est quoi ce... En fait, je n'étais pas au courant que Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit étaient les 2 arbres qui cachaient une immense forêt du génie de Tolkien. Et donc, en même temps que de lire des analyses de l'œuvre, je découvre le Silmarillion, l'histoire de la Terre du Milieu, et puis d'autres ouvrages. Et c'est comme ça que une grande passion commence à s'installer déjà. Mais je peux encore me détacher de l'univers pendant quelques mois. Et puis là, je deviens maman. Pendant le Covid. Ah, quelle merveilleuse période. Et le Covid, c'était être seule, énormément. Et découvrir la maternité seule, d'une certaine façon, pour garder la tête hors de l'eau, pour rester Valentine, et pas juste être maman de. Et j'ai plongé dans la seule chose qui était attrapable pour moi, mes livres, tout simplement. Et donc depuis 2020, Tolkien c'est devenu mon oxygène. Et je vous mens pas quand je vous dis que c'est mon oxygène, ça l'est vraiment. Et maintenant, depuis 2 ans, j'ai rencontré ce monsieur là-bas, voilà, Elrohir, qui est créateur aussi de contenu sur les réseaux sociaux. Et depuis, on fait une super équipe on a notre super